propose un reportage qui a été fait dans 2 collèges de l'Oise. Si la régie veut bien les lancer, et restons dans cette éducation 2.0. C'est parti. Je vous accueille ici pour que vous puissiez regarder un petit peu ce que les élèves sont capables de faire avec les ordinateurs portables du Conseil Général Ordi 60. Alors ici, le but de cette séance, c'est que les élèves s'enregistrent sur le logiciel Audacity qui est fourni avec l'Ordi 60. Et ils vont pratiquer un petit jeu de rôle en fait, pour lequel ils ont construit eux-mêmes le dialogue en anglais. Et donc via ce logiciel, ils vont pouvoir ensuite m'envoyer leur production orale. Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile pour maîtriser une langue étrangère de travailler de cette façon, avec le numérique et l'ordinateur? Bah oui, parce que l'ordinateur, ça nous attire plus que travailler à l'écrit. Et même sur l'ordinateur, c'est plus facile. Par exemple, on nous a mis des logiciels vraiment intéressants et c'est bien, ça nous sert. Thank you very much. You're welcome. Est-ce que vous ressentez une motivation, entre guillemets, plus importante pour vos élèves et également pour vous-même? Oui, je pense que l'utilisation des outils numériques est plus attractive, je pense, qu'un simple document papier ou autre. Et voilà, bon, il y a une interaction qui se crée avec les élèves, etc. On peut également travailler en petits groupes, ce qui ne serait pas forcément possible sans l'utilisation du numérique. Un groupe qui sont en train de travailler sur la CAO, donc la conception. Donc ce groupe de ce côté sont en train de travailler sur la conception assistée par ordinateur. Donc ils utilisent un logiciel Charlie Garay. Ils vont là finir pendant la séance la réalisation du châssis avant de piloter la machine à commande numérique. Et l'autre groupe ici, ils sont en train de préparer un diaporama, donc concevoir un diaporama qui va expliquer toutes les étapes, les différentes étapes du projet. C'est aussi important, c'est ce qu'on voit aussi dans les entreprises, hein, c'est la présentation assistée par l'ordinateur, c'est présenter un projet, présenter un produit, présenter l'avancement d'un projet, etc. Vous nous accueillez dans votre cours d'histoire-géographie et tous les élèves ont leur tablette. Tout à fait. Donc c'est une expérimentation qui est menée dans le cadre de la Matisse. Et donc nous avons une valise qui contient 14 iPads et qui permet donc aux élèves de travailler à partir de tablettes numériques. Alors ce qui change principalement, c'est le support qui est automatiquement différent. Et c'est vraiment un outil tout en un, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul support numérique qui s'installe très très rapidement, qui ne prend pas de place sur une table, comme vous pouvez le voir, les élèves ont leur cahier, leur tablette, leur polycopier avec leurs questions. Et bien à partir donc de cette tablette, finalement, je vais pouvoir avoir du son, de l'image, des documents écrits, un accès à Internet. Donc finalement tous les supports dont on a besoin en histoire géo. Vous donnez une très grande autonomie à vos élèves. C'est le but, c'est le but. Alors autonomie qu'ils retrouvent aussi avec un système de capsules vidéo qui leur permettent eh bien, un petit coup de pouce si jamais ils sont coincés sur une question. Ils ont toujours des petites capsules vidéo qu'ils peuvent donc tout simplement consulter. Ce sont des capsules muettes de manière à ce que les élèves puissent travailler tous ensemble en classe. L'intégralité de votre cours a comme support la tablette ou quelle est la proportion entre guillemets d'utilisation? Sur cette séquence, oui. L'intégralité du grand A de mon chapitre se fait sur tablette. Madame l'inspectrice d'académie, qu'est-ce que Madame Sandra Cagliesi a oublié de me dire par rapport à votre expérimentation? Elle a oublié de vous signaler qu'elle fournissait un énorme travail personnel, ce qui, je crois que l'utilisation de ces outils amène à repenser le temps de travail des enseignants. Elle a aussi, elle ne vous a pas non plus évoqué, en lien avec les capsules, tout le travail de personnalisation qu'elle met en place à destination des élèves, puisque le principe des capsules est de permettre de répondre aux besoins des élèves individuellement et non plus de traiter la classe uniquement comme un groupe entier. Au niveau de l'académie, quelle est votre feuille de route? Alors,
on expérimente dans le cadre de cette utilisation d'iPad. Donc on a identifié avec Madame Caviesi un certain nombre d'axes de travail que l'on observe, sur lesquels on récolte en fait un certain nombre d'informations. L'objectif étant ensuite de pouvoir communiquer avec les différents partenaires et notamment les collectivités en vue d'une généralisation ou des différents achats de matériel ultérieur. Je vous remercie. Voilà, merci à Jean-Louis Courleux, qui est un collègue et qui a fait ça avec un téléphone mobile, je crois. On voulait rester dans cet esprit un peu itinérant, un peu pris sur le vif. Messieurs, bonjour, magnifique costume, c'est facile. Et merci de cette présence. Donc 3 enseignants, il y a 3 partenaires. Olivier Giraud nous a rejoints. Donc on va découvrir un petit peu d'abord le message principal que vous avez envie d'apporter à notre public isarien. Ensuite, on vous posera 2-3 questions, notamment qu'est-ce qui vous a étonné le plus sur cette éducation 2.0 qui est en train de naître, 3.0 si on y vient. Et puis on terminera avec les recommandations plus directes que vous avez envie d'adresser aux élus locaux ou aux décideurs publics au sens large, techniciens ou élus. Alors je commencerai par l'enseignant de service, Fabien Vergès, bonjour à vous. Vous êtes professeur, alors il y a dans les dossiers qui vous ont été remis des notes très précises, biographiques, très intéressantes. Bonjour à vous Fabien, merci. Vous êtes prof d'histoire G, encore comme ça qu'on dit, dans un collège de Tarbes et chargé d'inspection. C'est quoi le chargé d'inspection? Je martyrise mes collègues à mes heures perdues, voilà, en examinant un peu leur pratique. D'accord, avec des caméras ou simplement Non, j'examine leur pratique numérique, entre autres, mais de manière traditionnelle, sur papier. Qu'est-ce que vous notez d'ailleurs en général dans leur pratique numérique aujourd'hui? Quel est le regard que vous portez sur vos collègues quant à ces pratiques? Alors, là, vous touchez un point sensible. J'écoutais avec grand intérêt les propos de M. Diani qui disait qu'en tant qu'enseignant, je ne sais pas. Voilà, effectivement, on retrouve, en tant qu'acteur de terrain, on retrouve ce doute. Voilà, l'intérêt du numérique n'est pas forcément... On a 2 réactions un peu opposées. À la fois un rejet de beaucoup d'enseignants qui ne voient pas forcément l'intérêt ou qui se remettent un peu en cause, et d'autres, une autre attitude qui est un peu une attitude d'optimisme béat par rapport à l'usage de l'outil sans forcément réfléchir effectivement sur le sens qu'on veut lui donner et sa pertinence. Le message que par votre présence, également quelques slides qu'on proposera dans quelques instants, le message que vous voulez apporter à nos élus, techniciens, associatifs, entreprises privées Alors, pour les enseignants sont par définition d'anciens bons élèves. C'est-à-dire des gens qui ont bien réussi dans le système scolaire, qui ont envie de bien faire. Et donc il faut que s'ils s'emparent du numérique pour lui donner du sens, à un moment donné, qu'ils soient valorisés dans leur utilisation du numérique. Qu'on ne s'intéresse pas, ça a été dit très justement, aux tuyaux. Voilà, les tuyaux, je montrerai dans 2-3 diapositives, ils y sont. Mais à un moment donné, il faut que c'est du sens pour eux, de par la base, les élèves, parce que c'est leur préoccupation première, de faire réussir leurs élèves, qu'il y ait un vrai retour des élèves et de leurs familles, qui sont là aussi une attitude à la fois ambivalente par rapport au numérique, et un vrai retour de l'institution. Les familles et l'ambivalence, de quelle nature? Alors on voit à la fois des familles qui sont comme tout un chacun, avec leur téléphone portable, en attendant de pouvoir parler au professeur, et qui ensuite s'inquiètent, dans la minute d'après, de l'importance des outils numériques par rapport au savoir traditionnel, par exemple. Gardez le micro, tout le monde peut en prendre un en main, il en manquera quelques-uns, désolé, je crois qu'il en reste peut-être un en régie. Jean-Mathieu Doléan, vous êtes un ancien enseignant, vous avez migré vers le Conseil régional de Picardie, où vous êtes chargé de mission TICE, enfin TIC, je le devine. Quel est le propos qu'aujourd'hui, soit votre institution, soit vous, en tant qu'ancien enseignant ou en tant qu'ambassadeur des technologies numériques dans le monde de l'enseignement, vous avez envie de laisser à notre auditoire? Merci. Oui, ça marche. Oui, entre le passage enseignant et mon travail de chargé de mission en collectivité territoriale, j'ai fait un séjour aussi au rectorat en tant que conseiller TIS adjoint du recteur pendant quelques années. Moi, j'ai été très impressionné par les propos qui ont été tenus précédemment et par leur profondeur. Je dirais qu'on se sent un peu petit après quand on passe derrière. Et c'est vrai que en termes d'enjeux éducatifs, c'est vrai qu'on a parlé effectivement des équipements, des infrastructures. Je dirais que ce sont les préalables au développement des usages. Et c'est vrai qu'il me semble important d'insister sur cette notion de culture du numérique
Parce que le collègue parlait tout à l'heure d'optimisme BA. Bon, il est aussi alimenté par les médias, par certains intellectuels, lorsqu'on parle des digital natives ou du petit pousset, enfin de la petite poussette en fait de Michel Serres. C'est vrai qu'il y a une sorte d'idéalisation, peut-être un angélisme, un positivisme très important. Et en opposition, on a d'autres comme Alain Finkielkraut qui au contraire sont très pessimistes sur la question. Et c'est vrai qu'il est important de nuancer cela et de faire le lien avec cet enjeu éducatif. Alors je m'explique. Ces générations digitales natives sont effectivement très familières du numérique, mais tout comme les générations qui sont nées avec la télévision n'ont pas forcément développé de compétences ou ne sont pas vraiment devenues expertes du décryptage de l'image, les générations digitales natives n'ont pas, de manière innée ou naturelle, développé les compétences et cette fameuse culture numérique qui leur est nécessaire pour s'insérer dans la société et être capable d'utiliser le numérique au mieux. C'est dans ce sens-là qu'il y a un vrai lien entre les outils, les infrastructures, les services qu'on met en place et l'enjeu éducatif qui est justement de doter ces jeunes d'une véritable culture numérique et des compétences qui y sont liées. Que s'est-il passé en septembre 2012 du côté du territoire picard? Alors en Picardie, mais comme sur bon nombre d'endroits en France, on participe au déploiement des environnements numériques de travail, donc qui sont des portails et des bouquets de services à destination de la communauté éducative. Il faut les penser. Tout à l'heure, Gilles Braun parlait du matériel et de l'immatériel, des murs. L'environnement numérique de travail doit être pensé comme une extension numérique des établissements scolaires qui se poursuivent justement jusqu'au domicile et qui font le lien pour les élèves et la communauté éducative au sens large. Et donc c'est un projet qui a été lancé en septembre 2012 par la Picardie et qui est à destination de l'ensemble de la communauté éducative, parents y compris. Ça fait un projet d'environ 240 000 utilisateurs potentiels. Claude Tran, continuons. Vous êtes un proviseur dans le statut, hein, c'est cela? Vous êtes, Je suis proviseur honoraire, c'est-à-dire que j'ai exercé pendant 28 ans les fonctions de proviseur de lycée. Alors, de façon synthétique, que devient le lycée aujourd'hui à l'heure du numérique? Est-ce que vous avez réussi alors que c'est impensable, alors que c'est tellement mouvant, est-ce que vous sauriez nous dire en quelques mots que devient ce lycée et plus largement que devient un pôle d'enseignement? Moi, je vais parler du lycée. Si vous voulez, on peut parler des pôles d'enseignement, mais on peut constater quand même que ce qui se passe dans l'école, ce qui se passe au collège et ce qui se passe au lycée, c'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas oublier que le lycée est ponctué par un examen final qui s'appelle le baccalauréat. Et moi, je voudrais insister sur le fait que s'il est nécessaire que la mutation de la mission des enseignants et donc de leur formation se mette en place, en particulier pour que l'on revoie cette mission de l'enseignant qui jusque-là était un professeur sachant et pour qu'il devienne un médiateur donneur de sens, un facilitateur, il faut bien constater que dans le lycée, malgré les bonnes intentions, l'existence du baccalauréat, le mode de conceptualisation des programmes et des modes d'évaluation des élèves font qu'il est bien difficile à des enseignants qui veulent innover dans le sens de l'utilisation du numérique, effectivement, de progresser. Alors c'est possible, un certain nombre le font, mais là la différence entre ceux qui sont motivés, ceux qui ont envie de changement, par opposition à ceux qui attendent que les moyens soient mis en œuvre pour que ce changement soit facilité et que l'école, effectivement, et que le lycée, et que l'institution lycée évolue dans son fonctionnement, ceux-là sont en attente et je pense qu'effectivement peu de modifications sont apparues aujourd'hui dans la réalité du fonctionnement des classes de lycée. En collège, c'est autre chose, mais en lycée, c'est très peu modifié. Alors, qu'est-ce que le vice-président, je crois, de l'Association nationale des acteurs de l'éducation revendique ou porte aujourd'hui comme revendication en direction de qui d'ailleurs? Alors, nous n'avons pas de revendication. Je suis vice-président de l'Association nationale des acteurs de l'école.
qui existe depuis 1996 et que j'ai rejointe après avoir été chargé de mission au Conseil régional d'Aquitaine pour écrire la stratégie de la région Aquitaine en matière de lycée numérique. C'est une association qui est un carrefour d'idées, qui se propose avec 2 sites d'information, dont en particulier Educavox, d'être une fenêtre sur l'éducation, une fenêtre sur le numérique, avec un regard très prospectif sur ce qui se fait, ce qui pourrait éventuellement se faire et qui ne se fait pas encore, et pour lequel on porte un certain nombre d'espoirs. Moi, ce que je voudrais donner comme idée forte aujourd'hui, c'est que je n'ai pas un seul instant depuis tout à l'heure, et dans de très nombreux colloques, entendu parler des cadres intermédiaires de l'éducation nationale. Je m'explique. On dit il faut que la mission des enseignants change. Dont acte, c'est vrai. Il faut que le fonctionnement de la classe change. Dont acte, c'est vrai. Puisqu'aujourd'hui, la classe numérique ne peut pas fonctionner sans une avant-classe et sans une après-classe. On pourra le préciser, si vous voulez, tout à l'heure. Mais on ne parle pas de ce que doivent être les cadres intermédiaires de l'éducation nationale. Dans un contexte où la France a fait le choix d'une décentralisation, alors je vais reprendre le terme de notre sociologue qui fonctionne avec l'État aujourd'hui avec une nécessaire conflictualité coopérative, c'est ce que vous avez dit, je crois, parce que vraiment, effectivement, on en a besoin d'expérience. Je peux vous dire que les chefs d'établissement, les proviseurs de lycée n'ont pas toujours très bien vécu ce partage de compétences entre l'État et les collectivités territoriales, tiraillés entre l'un et l'autre dans la mise en œuvre des politiques éducatives. Je crois que là, il y a, comme pour les corps d'inspection, une urgente nécessité de former ces personnels, et pas uniquement au management comme ça s'est fait jusqu'à maintenant, mais peut-être dans une démarche qui fasse que la mission pédagogique dans un contexte d'une société dénumérique soit au cœur de leur formation, de façon à ce qu'ils aient une préoccupation majeure de ce qui se fait dans la classe, dans des usages numériques en adéquation avec ce qui se fait dans la société. Alors vous êtes accompagnés, messieurs, de 3 représentants de grandes entreprises qui ont des labs, qui ont des veilleurs, qui sont dans l'innovation, à savoir Microsoft France, Orange et puis Alcatel. Alors peut-être Olivier Giraud, qui est le dernier, voilà, vous avez changé de séquence de l'après-midi. Olivier, Orange, donc vous avez été longtemps à l'Orange Lab, donc on devine que cette fabrique du futur, vous avez eu l'occasion d'en saisir tous les tourments, d'ailleurs, on devine. Je vous demanderai, messieurs, d'ailleurs, tous les 3, de poser une question. À un moment, vous avez des enseignants face à vous. Quelles seraient les questions que vous avez envie de leur poser? Et puis on continuera après ce qui était prévu. Olivier Giraud, de l'Orange Lab, comme aujourd'hui dans la fonction que vous occupez, c'était quoi l'objet de votre présence? Alors, en l'occurrence, oui, j'ai passé 7 ans, ces 7 dernières années, au sein du CNET, l'ancien CNET, maintenant Orange Labs, où je travaillais avant tout sur nos laboratoires internationaux, basés notamment sur la Californie, San Francisco, Boston aussi, avec l'environnement du MIT, et puis en Asie, sur Pékin, sur Tokyo et sur Séoul. Et je dois dire qu'il y a 48 heures, j'ai demandé à mes collègues justement de Tokyo et de Séoul de me faire part un petit peu de ce qui se faisait dans notamment les collèges sur place. Et je m'aperçois qu'en fait, en termes d'usage, en termes de services, ils en sont aussi au début. Et la puissance publique est là pour faire un certain nombre de tests auprès de quelques dizaines, quelques vingtaines de collèges. Mais finalement, quand je vois les projets que certains départements peuvent avoir en France, et c'est vrai que le département de l'Oise est très bien situé en la matière, finalement, on n'a rien à se reprocher. Voilà. À l'inverse, un message de réassurance apporté par votre entreprise. Voilà. Maintenant, Orange, en tant qu'opérateur, a la volonté de se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il faut des infrastructures, on en a déjà parlé, et je pense que la feuille de route du gouvernement sur le très haut débit va assurément dans le bon sens. C'est nécessaire, c'est indispensable, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ça se fera relativement lentement à l'échéance de 5-10 ans, mais il faut aussi se positionner sur la partie service et essayer d'intégrer l'ensemble. Et ceci est gage de qualité de service, ce qui est un élément fondamental pour les clients finaux que sont les usagers, les collégiens comme le corps professoral.
Marc Charrière, vous représenterez ou représentez Alcatel, Alcatel France. Quel est le produit ou le service, l'initiative dont vous êtes le plus fier en direction du monde de l'éducation? Disons que... Vous m'entendez là? Coller le menton. Faut le coller. Voilà. Voilà. Le service ou le produit, je ne sais pas. Ce dont on est fier, c'est d'être le plombier de l'histoire, parce que finalement, on l'entend dans toutes les discussions. On parle de tuyaux, donc les responsables des tuyaux, c'est les plombiers. Donc je suis un peu le technologue plombier de la table ronde. Donc on est assez fiers de ça en général. Ce qui se passe, c'est que depuis longtemps maintenant, on a inversé la machine, c'est-à-dire que c'est l'usage qui quand même provoque une demande en matière de tuyauterie, et ça c'est mondial. Donc ce que je peux aborder aujourd'hui avec vous, c'est l'aspect justement, qu'est-ce qui se passe dans le monde, et en particulier dans les pays en voie de développement au niveau de la e-education. Parce que nous, on est derrière un tas de projets, en particulier des projets qui associent le privé, le public, les instances gouvernementales, les ONG. Et c'est très très intéressant ce qui se passe dans le monde actuellement là-dessus. Donc nous, on fournit ensuite des infrastructures. C'est assez étonnant parce qu'il y a des pays qui étaient évidemment en retard en matière de télécom et qui sont en train de passer en première ligne, parce qu'ils rattrapent directement, ils font ce qu'on appelle le leapfrog directement vers les technologies de très haut débit, etc. Et c'est de voir comment ces pays s'approprient la e-education, pour ne pas dire la m-education, parce qu'en général c'est du mobile. Ça c'est quelque chose à laquelle on assiste dans beaucoup de pays. On est présent dans 130 pays. Sur ces 130 pays, on a au moins 80 pays qui ont des programmes liés à ça, parce que non seulement le numérique est transverse à beaucoup d'activités, mais je crois que l'enseignement numérique est transverse à tous les usages numériques. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. C'est quoi la M-éducation? Ça se traduit comment? C'est combien d'heures par jour? Si vous voulez, on parle toujours, et en particulier en France, de e-education, et on pense à l'ordinateur. Il faut voir que dans les pays développés, on a à peu près un taux de pénétration de 25 à 30% de PC dans les foyers, etc. Dans le monde, sur 7 milliards d'individus, on a 6,6 milliards qui sont connectés au mobile. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir. Ça a déjà été organisé, cette M-éducation? Donc on a tendance à appeler ça maintenant dans notre jargon de la M-éducation plutôt que de la e-education. C'est un détail, okay. Mais ça prouve qu'on est vraiment sur du terminal mobile. Vous nous direz peut-être justement quelle représentation, quelle image, voilà, comment ça se passe très concrètement dans les rapports avec les autres élèves, avec les enseignants, etc. Et on termine cette présentation, cette scène d'exposition, comme on dit au théâtre, avec Thierry de Vulpilière pour Microsoft. Thierry, voilà, une fois que vous aurez laissé le message à notre auditoire, on pourra parler d'autre chose. Quel est le propos de Microsoft aujourd'hui à ses voisins ou à notre public? Merci. Donc moi, je m'occupe en fait d'un programme qui s'appelle Partners in Learning chez Microsoft, qui a été lancé il y a une dizaine d'années et qui est là justement pour accompagner l'usage du numérique dans les systèmes éducatifs. On est présent dans un peu plus de 110 pays, ce qui permet d'avoir un bon regard sur voilà, ce qui fonctionne moins bien, comment les choses peuvent se transformer. Je vous interromps, mais c'est facile pour une grande marque, mais mercantile, entre guillemets, comme Microsoft, d'entrer, non pas dans des pays, mais dans une école et d'en faire un showroom ou un territoire d'expérimentation. Alors heureusement, j'ai appris que je ne faisais pas partie des GAFA, donc je me sens moins menaçant que mes petits camarades. Une entreprise, c'est une entreprise. C'est pas un faux-nez, etc. Et néanmoins, ce que cherche à apporter une entreprise, c'est un service qui va aider les utilisateurs, et là en l'occurrence les enseignants et les élèves. Et ces rapports sont, à partir du moment où ils sont très transparents, voilà ce qu'apporte une entreprise et voilà ce qu'est un service public, il n'y a pas de difficulté. C'est la confusion qui génère des difficultés, ce n'est pas le fait que vous apportiez un service. Si il n'est pas efficace, eh bien on prendra un concurrent. Mais alors tout ce que vous avez appris de ces échanges avec les enseignants, avec les cadres intermédiaires, avec les inspections académiques,
et au croisement de votre philosophie d'entreprise, comme on dit aux États-Unis. Quelle est cette synthèse? Donc cette synthèse, en fait, je vais reprendre quelques éléments qui ont déjà été évoqués sur cette table. D'une certaine manière, la conviction sur la puissance du numérique a été affirmée par les politiques ici présents, M. Rome. On voit que cette assurance, que ce bouleversement numérique est partagé par tous. Ensuite, ce bouleversement numérique, c'est aussi quelque chose qui a été évoqué. Ce n'est pas la technologie elle-même qui intéresse, c'est plutôt les changements effectivement cognitifs, les façons d'être, même éventuellement d'accéder à une sorte de satisfaction existentielle. Donc c'est des objectifs qui sont beaucoup plus larges que la technologie. La technologie, d'une certaine manière, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Et donc, premier point, la technologie, elle est un formidable outil de puissance, mais cette puissance, elle n'est pas neutre, mais elle peut servir des causes extrêmement variées. Tout à l'heure, il a été évoqué, et ça fait partie des éléments récurrents autour de ces thèmes des digital natives, que les élèves sont nés dans ces technologies, ils ont une sorte de familiarité, et on a effectivement un décalage dans les systèmes éducatifs entre cette familiarité avec des outils numériques du côté des élèves qu'on n'a pas forcément du côté des générations qui les encadrent. Mais ces outils ne sont pas magiques, comme il a été dit. Et donc, un élève avec n'importe quel smartphone ou tablette, eh bien, comme on l'a vu arriver avec la télévision ou avec d'autres sortes de médias, ça n'est pas en soi un outil qui va être un accélérateur de connaissances ou de compétences. Donc, il n'y a pas de puissance gagnée et magique dans ces outils-là. Et ça veut dire que le rôle de l'enseignant, et une des questions qui était posée tout à l'heure, que vous posiez tout à l'heure sur l'avenir de la salle de classe, et c'est des questions qui sont posées sur les enseignants, et tout ça est crucial. C'est-à-dire que sans enseignants et sans le dispositif qui va permettre à un enseignant de travailler avec ce groupe classe, même s'il évolue, nous on a ouvert une classe immersive dans les locaux de Microsoft là, fin novembre, on a chamboulé un peu tous ces dispositifs d'apprentissage, ce rôle de l'enseignant est clé. Et là-dessus, c'est vrai que les initiatives qui sont prises par Audi 60, d'équiper d'abord les enseignants, d'avoir équipé tous les élèves, mais d'avoir équipé ces élèves également avec des logiciels pédagogiques. Les portables qui ont été livrés dans le département, il y avait 65 logiciels pédagogiques. Ce n'est pas du matériel pour du matériel, c'est du matériel pour les enseignants, dans leur relation avec leurs élèves. Et ce qui va être important, c'est bien que l'articulation entre ces contenus, ces savoirs, il y a des enjeux culturels, Gilles Braun l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi une industrie nationale. Dans les compétitions internationales, l'entreprise que je représente par rapport à d'autres entreprises et des secteurs économiques français, il y a un enjeu fort sur l'économie des manuels scolaires, de la ressource numérique. Savoir, contenu numérique et enseignant, c'est les deux piliers qui vont faire que ces usages se déploient. Là-dessus, et dernier point avant que vous repassiez aux voisins, c'est vrai qu'il y a des enquêtes, il y avait un colloque l'an dernier qui était à l'Institut Edgar Quinet où le Conseil général de l'Oise était représenté et M. Dubertrand regrettait qu'il n'y ait que 34% des enseignants qui s'en servent assidûment en classe. Et donc ça, c'est un challenge pour l'éducation nationale. Comment faire en sorte, c'est ce que vous évoquiez aussi, qu'on arrive à contaminer les voisins. Là, l'expérience internationale, bon, peu importe l'expérience, ce qu'on voit, ce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle le peer coaching. C'est quand des enseignants parlent à des enseignants, le fait que le système descendant ne fonctionne plus et que c'est bien l'horizontalité qui va dynamiser ces bonnes pratiques d'un enseignant qui va parler à un autre, le faire se rencontrer des enseignants, c'est ça qui va faire que ça. C'est pas de renoncer du tout au contenu, c'est pas de renoncer ou de mettre en fragilité les enseignants, au contraire, c'est de leur faire confiance. Donc, cette notion de peer-to-peer, vous avez à côté de vous des enseignants, messieurs, quelle est la question que franchement, vous avez envie de leur poser à l'un, à l'autre, celui qui n'y est plus, celui qui y est de plus en plus, qui s'est immergé dans ces marches arrière? Moi, je poserais bien la question des contenus, c'est-à-dire qu'on assiste de plus en plus à de la mise à disposition et des cours en ligne de grandes universités comme le MIT avec l'Open Coursewave, ou qu'est-ce qu'ils en font, c'est ça votre question ? Des initiatives où on a plusieurs millions de connexions d'étudiants qui se connectent et des cours qui sont suivis. Nous, en France, on sait bien faire ça parce que on l'a fait en particulier avec l'université médicale virtuelle. Et donc votre question, Marc, c'est à ces enseignants, c'est cette richesse, comment l'utilisez-vous alors que vous avez déjà de nombreux registres, cahiers fournis par le ministère, tout simplement. Pardon. Question. On la garde sous le coude. Fabien. Alors, concernant la mise en ligne, bon, ça se fait beaucoup dans le supérieur. Concernant le secondaire, nous avons les environnements numériques de travail. C'est-à-dire
C'est-à-dire concrètement, pour expliquer un peu à tout le monde, l'enseignant peut à la fois communiquer avec ses élèves, mettre son cours, mettre le résultat de son tableau en ligne. Alors, c'est très bien, c'est un plus, effectivement, pour l'élève qui n'est pas là, qui est en stage et qui est malade. Mais je me rends compte que si je mets mon cours tel quel, au mot près, sur le NT, j'ai à peu près, je pense, 10% de la compréhension de l'élève. Parce qu'il y a des choses qui sont en pédagogie, qui sont intangibles, il y a des choses qui passent par le regard, qui passent par des gestes, par des choses qu'on ne mesure pas vraiment et qui viennent renforcer cela. Donc, je vais répondre à une question qu'on ne m'a pas posée. Moi, je ne crois pas à la disparition totale et à la virtualisation de l'enseignant. Oui, deux éléments de réponse. D'abord, les MOOCs, puisque c'est de ça dont il s'agit. Les Massive Open Online Course, qui ont démarré aux États-Unis. Si vous avez la curiosité, allez-y, recherchez des MOOCs en français. Ce sont les Suisses qui les éditent. C'est l'Université de Lausanne. Je me suis personnellement inscrit sur un MOOC sur la physique quantique de très haut niveau, qui nécessite une maîtrise niveau à Bac plus 4 pour suivre ce cours, ou alors des cours de gestion. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait en lycée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par contre, de quoi ont besoin les enseignants sur le net pour faire leur cours ou pour faire cours? D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, le cours tel qu'il existait, vous ne me contredirez pas, et je peux rebondir sur ce que vous dites, M. Thierry Louis-Pilière, ça se conçoit tout autant avant qu'après. Et c'est par là que le numérique est intéressant. C'est la pratique de ce qu'on appelle la pédagogie inversée, la classe inversée, qui fait que pour gagner du temps classe, on donne aux élèves, et ça peut se pratiquer, et ça se pratique en collège comme en lycée, on donne aux élèves toute une typologie de questions qui se faisait autrefois par la forme papier. C'était le travail autonome, on appelait ça le travail autonome. Aux élèves avant le cours, ça passe par le réseau social, ça passe par le NT éventuellement, de sorte qu'il y ait une expression de chaque élève, de sa représentation du concept qui va être étudié en cours. À ce moment-là, à quoi va servir le cours? Eh bien, à recentrer pour chaque élève qui s'est positionné sur ces représentations pour que le concept soit maîtrisé. Et enfin, il y a le après-cours, et ce après-cours, c'est les modes d'évaluation, c'est des exerciceurs qui permettent de faire en sorte que les élèves qui n'ont pas tout à fait saisi puissent approfondir effectivement ce savoir. Donc, pour moi, les MOOCs, c'est une opération qui concerne d'abord l'université, qui mettent une force de challenge, de défi à l'ensemble des universités françaises qui ne sont pas prêtes, il faut le dire. Les enseignants d'université sont loin d'être prêts à mettre leurs cours en ligne et qui peut-être posent d'autres types de problèmes économiques que celles que l'on pourrait penser, auxquelles on pourrait penser répondre de premier abord. Merci M. Tran. Fabien, vous aviez quelques slides à nous proposer pour, pour mieux nous expliquer un quotidien d'enseignant et la façon en tout cas dont vous voyez ce mariage des cultures éducation nationale et numérique. Oui, alors très rapidement, je ne vais faire que donner corps, donner chair à des choses qui ont déjà été dites. Alors si on peut passer juste à la première diapositive, qui représente à peu près ma salle de classe, je l'ai schématisé très rapidement, voilà, vous voyez mes grandes qualités architecturales numériques. Donc en 2003, voilà, à peu près les tables, c'est le bureau au milieu, j'avais une connexion Internet, un vidéoprojecteur que j'installais au début de chaque heure, que je démontais à la fin de chaque heure, un ordinateur portable. 10 ans plus tard, où on en est dans la même salle de classe, donc j'ai pris une analogie, étant professeur d'histoire, j'ai pris une analogie, vous m'en excuserez, propre à la guerre froide, je parle de course aux armements, puisque si on regarde 10 ans plus tard où on en est, si on veut bien passer à la diapositive suivante, voilà, ma salle de classe, déjà, les tables qui étaient vides, chaque élève a une tablette, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans le petit film précédemment. Le bureau, ça c'est important, le bureau qui était au milieu, vous vous rendez compte qu'il s'est décalé à gauche. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est plus au centre, on a mis un TNI au centre. Ensuite, sur le bureau, on ne le voit pas très bien, il y a un ordinateur fixe et un smartphone que j'utilise. Et la connexion à travers le Wi-Fi ne se fait plus seulement à Internet, mais aussi un environnement numérique de travail. Et bon, là j'ai repris l'icône, là j'ai repris un GAFA, vous m'en excuserez, puisque nous travaillons sous Android et donc nous utilisons des applications Google, je m'excuse par avance, auprès de mes voisins. Alors, le résultat de tout ça, sur la diapositive suivante. Alors,
est-ce qu'on a une solution miracle qui oppose effectivement un enseignement traditionnel au tableau, voilà, un épanouissement total de l'élève grâce au numérique? Alors là, bien, vous en doutez bien, il n'y a pas de réponse complètement tranchée. C'est-à-dire que oui et non. Les élèves, d'une part, passer, ce qu'on peut voir dans le film, passer évidemment l'appétence qu'on retrouve dans tous les textes. Les élèves découvrent le numérique, ils prennent beaucoup plus goût. On peut se rendre compte qu'avec un peu de recul, mes élèves ont des tablettes depuis 2 ans. Ils en viennent à oublier leurs tablettes comme ils oublient des cahiers, d'une part. C'est plus un outil, puisqu'ils ont leur tablette en permanence avec eux. Donc, quelque part, ça c'est positif. Ça veut dire que l'outil est banalisé. On se concentre plus sur l'outil, mais véritablement sur le sens qu'on veut donner au cours. Et par contre, un effet très positif que j'ai pu constater très rapidement, en passant à la dernière diapositive, que je vais essayer d'illustrer par un exemple. La dernière diapo, il n'y en a pas? Si, il doit y en avoir une. Elle est passée très vite, revenons-y, merci. Panne de micro, non? Changez avec votre voisin, si vous me permettez. Je vous remercie. C'est que le numérique, par contre, est un grand facteur d'autonomie. Là, c'est un travail que j'ai demandé de faire à 3 élèves, un travail classique en géographie sur une industrie performante du Sud, qui est Airbus, et on voit que les élèves ont fait 3 travaux différents. Certains travaillant sur papier, parce que ça leur semblait plus adapté à ce qu'ils savaient faire, et d'autres travaillant avec des applications numériques différentes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de personnaliser, d'utiliser le numérique pour personnaliser l'apprentissage pour l'élève. Alors ça, c'est donc la réalité dans votre département, enfin, ou dans vos... Oui, je viens comme cela s'entend peut-être, je ne viens pas de l'Oise, mais des Hautes-Pyrénées, oui. Alors, je voudrais creuser, parce qu'on va caler un autre document, et Claude Tran nous permettra de le découvrir, toujours jouant sur cet avant et cet après, sur cette évolution ainsi mise en image. Quand vous parliez des résistances de vos collègues, ou comment vous êtes perçu, vous faites comprendre à vos voisins... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider à être un peu innovant sans vous faire pilonner parce que vous cherchez à vous singulariser? Et quelle récompense aurez-vous? Alors, si on lit, vous avez sans doute tous lu le rapport Fourgou sur le deuxième, sur la mission du numérique, qui, bon, il fait une typologie à peu près des enseignants en 5 catégories. Et les enseignants, on va dire à la pointe, représentent à peu près 5 à 10%. Donc ça veut dire que la majorité... Il ne faut pas se focaliser sur ces enseignants qui sont complètement à la pointe, complètement intégrés dans le numérique, mais sur la majorité des enseignants. Voilà. Les accompagner, je pense qu'il faut d'abord rassurer, il ne faut pas imposer. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer, moi au quotidien, je suis avec des enseignants, on discute de toute matière par ailleurs, on discute justement, c'est par l'exemple, en leur montrant comment avec les élèves on a utilisé un exemple précis du numérique, en quoi cela a aidé les élèves, qu'on va pouvoir y arriver. Et ce n'est pas en imposant tout à fait par le haut, des formations qui des fois sont ponctuelles. C'est vraiment un travail qui doit se faire au quotidien, d'accompagner les enseignants dans l'avancée vers le numérique. Alors ces enseignants, je vais venir à vous, Monsieur Doléan. On sait qu'ils sont aussi sollicités pour enseigner la diététique, la courtoisie, la politesse, enfin plein de choses. Pourquoi ils accorderaient une importance particulière à cet geste numérique? D'une part, le numérique, on en a parlé, c'est un peu un raz-de-marée, ça s'impose effectivement. C'est dur d'aller contre quand tous les élèves, effectivement, ont déjà un outil numérique eux-mêmes qui se sont appropriés. Et il faut effectivement cet exemple de ce qui était cité tout à l'heure. Là aussi, il faut aller dans vraiment une coopération intelligente avec l'élève. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition, mais essayer tous ensemble de s'appuyer sur ce qu'ils savent, ce que l'enseignant sait, pour construire un savoir commun. Monsieur Doléan. Oui, je voulais rebondir sur le discours de mon collègue, parce qu'il a utilisé un mot qui est très important selon moi, c'est le terme accompagnement. On voit bien que le numérique modifie aussi les pratiques des enseignants. C'est aussi pour ça qu'il y a une appropriation qui n'est pas forcément très simple, puisque ça modifie le quotidien, ça rompt l'unité de temps et de lieu de la classe. Auparavant, et donc ça pose un problème aussi de statut de l'enseignant, puisque par exemple son service est défini en fonction du nombre d'heures qu'il effectue devant des élèves. Or, on voit bien qu'avec le numérique, on a une communication qui est asynchrone, qui se fait hors des temps de classe, avec une préparation en amont, une exploitation ensuite, et puis une communication aussi plus développée avec les familles, etc. Tout ça, c'est du temps, et c'est du temps de travail qui, pour l'instant, n'est pas comptabilisé. Et n'est pas donc rémunéré au sens strict du terme. Donc c'est vrai que ça pose aussi une problématique, parce que dans la démarche de conduite du changement qu'on est obligé d'opérer par rapport à
cette posture que nous impose un peu le numérique, en nous emmenant dans un environnement liquide et des modifications de transmission des savoirs, il y a un vrai problème aussi d'ordre statutaire auquel on a du mal à répondre en tant que collectivité, parce que même si on met des tuyaux et des équipements et des services, après sur ce fameux accompagnement à la conduite du changement, on est un petit peu mis en difficulté. Et c'est vrai que là-dessus, on n'a pas les réponses. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'une période qui est déjà révolue, avec le rajeunissement, disons que l'entrée sur le marché de l'éducation de nouveaux professeurs qui, eux, sont beaucoup plus à l'aise avec cela? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que vos postes ou vos efforts deviennent inutiles, puisque naturellement, ils auront envie de les proposer, de les utiliser? Fabien, oui, allez-y. Excusez-moi. On pourrait l'imaginer, en fait, c'est vrai. Intuitivement, on pourrait se dire, comme ce sont des jeunes qui sont familiers du numérique, qui deviennent enseignants, leur posture est fondamentalement différente. Mais pas forcément, parce que justement, je voudrais juste rappeler mais que l'école républicaine de Jules Ferry, elle a 3 missions. C'est principal auquel tout le monde adhère, c'est l'instruction avec la transmission du savoir, l'éducation du citoyen et la facilitation de l'insertion professionnelle. Mais ces 3 missions-là sont bouleversées par le numérique, à la fois en termes de transmission du savoir, de contenu aussi. Pour former et éduquer les citoyens à une société du numérique, il faut les doter de nouvelles compétences que les enseignants n'ont pas forcément, y compris les enseignants des nouvelles générations, parce que, encore une fois, j'insiste, c'est pas parce que ce sont des natifs du numérique qu'ils ont forcément ces compétences. J'ai l'impression que ma question était idiote, mais je le prends pas mal. Claude Tran, vous aviez un petit document à nous montrer, ça dure 60 secondes. Est-ce que ça peut être... que Solène lance le... Voilà. Oui, en fait, j'ai réalisé très rapidement sur Internet, quelques images qui montrent un petit peu comment la salle de classe a pu évoluer, et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous nous avez montré. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce maître qui est sur l'estrade, au fond ou devant la classe, devant les élèves, qui ont la tête baissée, c'est un petit peu la représentation de ce qui se passe dans une église, vous venez de le voir maintenant, puisqu'il ne faut pas l'oublier, l'école, l'université, c'est l'église qui l'a portée. Alors aujourd'hui, on a essayé d'utiliser la même organisation en mettant des ordinateurs dans la salle de classe et toujours le maître devant. On le voit là, quelquefois même le maître est caché derrière les écrans, ce qui permet aux élèves de discuter entre eux. Ça, c'est aujourd'hui quasiment. Et puis ça, c'est l'université où le professeur, toujours en bas, parle, mais où des étudiants sont sur le net et pas automatiquement sur ses cours. Alors demain, voilà un petit peu ce qui se prépare aux États-Unis. C'est un petit peu votre salle de classe. Et je voudrais parler de l'Eurostad Gymnasium de Copenhague, qui est un établissement autonome, tout à fait expérimental, qui a été créé donc en 2005 et qui fonctionne, disons, de façon numérique. Les TIC sont disponibles en permanence à l'école. Chaque enseignant, comme chaque élève, dispose de son propre ordinateur qui appartient à l'école et qui lui est donné en location. Chaque enseignant a son propre ordinateur portable et dispose à domicile d'un raccordement Internet payé. Chaque classe est équipée de tableaux blancs, bien que ceux-ci ne soient pas utilisés en permanence. Il n'y a que 50 classes organisées. Le reste, ce sont des espaces numérisés et des espaces virtuels. Les professeurs sont recrutés par le directeur de l'école sur profil de poste, après être passés devant une commission d'évaluation. C'est un petit peu ce qui se passe pour les établissements français de l'étranger. J'ai été proviseur à l'étranger. Leurs obligations de service sur place, c'est de 43 heures par semaine, mais ils préparent les cours à l'école. Donc là, à Solène, il faut arrêter, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et ce que je voudrais conclure sur l'Eurostad Gymnasium en disant que l'utilisation des TIC à l'école se fonde sur la vision pédagogique suivante. Les élèves sont considérés comme des apprenants qui doivent être actifs, compétents, investigateurs, producteurs, collaborateurs et donnant libre cours à leur expressivité. Et les TIC sont utilisés précisément comme un outil et une condition préalable à cette vision pédagogique. Alors je ne dis pas que c'est l'exemple à apprendre, mais on voit un petit peu qu'un certain nombre de pays, pas automatiquement de l'autre côté de l'Atlantique, plutôt dans le nord de l'Europe, ont des expériences originales qui montrent d'ailleurs, avec les résultats des enquêtes PISA, qu'elles ont un certain effet. 3 petites questions, répond qui veut. Aujourd'hui, pour accélérer cette appropriation du numérique par les enseignants ou d'autres représentants de cette éducation nationale, quelle est la recommandation que vous formulez? Moi, je veux bien
réinsister sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'accompagnement des enseignants, parce que c'est ce qu'on voit réellement partout. Et c'est une difficulté en France dans les répartitions des missions entre l'État d'un côté et les collectivités de l'autre. Gilles Braun l'a évoqué tout à l'heure en disant qu'il y avait un chantier et un dialogue fort qui était en train de s'établir là-dessus. Et c'est clé. Régulièrement, on voit une collectivité qui dit, puisque l'éducation n'est pas dans ma zone de compétence, je vais m'en remettre au rectorat pour faire que les portables ou les TBI soient bien utilisés. Puis le rectorat, il dit, oui, mais votre collectivité a été très dynamique, mais celle d'à côté l'est moins, et j'ai une obligation d'égalité, et donc je ne vais pas faire plus pour vous. Et donc il y a une sorte de faible accompagnement des enseignants dans ces plans des collectivités. Je pense qu'il faut dire aux collectivités qu'elles n'hésitent pas. Il y a un tissu associatif qui est extrêmement puissant, le café pédagogique, des tas d'associations, il y a 14 associations de profs par discipline, il y a un réseau de profs extrêmement dynamique, les CRDP, les CDDP le sont tout autant, l'institution elle-même l'est, et donc ne pas hésiter à aller vers la valorisation de ces enseignants, faire des forums où on les fait se rencontrer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est clé. Le deuxième élément que je voudrais ajouter, c'est une des difficultés aussi qu'on a et ça a été évoqué à 2-3 reprises là, sur les questions du temps de travail, etc., sur les nouvelles technologies, c'est qu'on a affaire, donc là je suis un peu gêné, on est une table finalement d'hommes, 85% des enseignants sont des femmes, les expertises sont souvent des hommes, et ils ont une appréhension des technologies quelquefois très proche de la technologie par elle-même, et elle est accompagnée d'un discours, mais ça va vous prendre du temps, beaucoup plus de temps, il va falloir refaire vos cours, rechanger votre... Alors que partout, dans tous les secteurs industriels, quand les technologies arrivent, c'est pour vous faire gagner du temps, c'est pour vous donner du confort. Et donc, cet aspect-là de faciliter le travail des enseignants. Et c'est là-dessus que les ressources pédagogiques ont un rôle, que les éditeurs scolaires qui ont été évoqués tout à l'heure, comme accompagnement du changement. L'idée, c'est pas de changer, c'est d'accompagner des pratiques, les faire évoluer. Je ne suis pas contre, avec les discours de rupture liés au numérique, c'est au contraire une augmentation de ce que fait un enseignant. Donc, il y a une table numérique que je vous invite à voir là dans le showroom, où il y a des profs de SVT qui ont fait une petite paillasse, il y a des objets réels, où on fait les expériences, et puis on les prolonge avec du numérique. Il n'y a pas de complexité, c'est juste la continuité augmentée par le numérique. Alors pour ceux qui ont effectivement un espace, un démo camp dans la galerie en bas, c'est le moment d'en parler. Donc mieux accompagner les enseignants, les rassurer et les exciter en leur disant ça va vous faire gagner du temps, vous en manquiez justement au sens noble. 95% des enseignants sont convaincus, c'est un sondage Ipsos de l'an dernier du café pédagogique, 95% des enseignants sont convaincus que le numérique va les aider dans leur métier. Donc la conviction, elle est partagée par tous. Simplement, voilà, c'est en aidant ceux qui veulent faire, et les questions sur l'encadrement qui a été évoqué tout à l'heure, si l'encadrement, une remarque qu'avait fait François Tadei même sur le terme d'inspection, l'inspection dans sa dénomination même a un côté un peu coercitif. Je me rappelle d'Australiens qui étaient venus en France et une inspectrice lui demandait mais qu'est-ce que c'est devenu notre rôle? Ah ben on a supprimé c'est-à-dire que l'inspection, son rôle c'est bien d'encadrer et de soutenir, c'est d'ailleurs une mutation qui se fait, c'est ce que font mes voisins, ça c'est quelque chose qui est important. Ça marche. Monsieur Doléan, petite piste. Deux mots essentiellement, c'est partenariat et accompagnement. Alors le partenariat, pourquoi? Parce que les collectivités auront beau faire tous les efforts qu'elles peuvent en termes d'équipement et d'infrastructures, on ne peut pas tout faire tout seul, donc les partenariats sont vraiment à tisser avec les autorités académiques, mais aussi, parce que là c'est pour multiplier et démultiplier l'accompagnement, travailler aussi avec les centres régionaux de documentation pédagogique. En Picardie, c'est ce que nous avons fait, on a un partenariat exemplaire avec le CRDP qui nous permet d'assurer aussi l'accompagnement de la communauté éducative élargie, donc c'est pas uniquement les enseignants, on travaille aussi avec les personnels de vie scolaire, avec les personnels de direction, avec les familles aussi, puisqu'on offre des temps de formation. Ça aurait été intéressant d'avoir les parents d'élèves d'ailleurs pour savoir. Et donc ces partenariats sont essentiels pour pouvoir réussir le déploiement du numérique au sein de l'éducation. Et puis cet accompagnement, comme je disais tout à l'heure, il doit être le plus large possible, pas uniquement centré sur les enseignants, mais sur la communauté éducative élargie, en y intégrant les familles. Parce que quelquefois, on a aussi des peurs, des appréhensions de la part de la communauté enseignante, d'une ingérence des parents dans l'école via ce numérique. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un débat avec deux articles assez violents sur Rue 89 sur des échanges entre la communauté éducative enseignante et la présence des parents, notamment à travers les environnements numériques de travail. Je crois qu'il y a vraiment besoin de réunir tout le monde, d'expliquer, de rassurer et de montrer que là où il y a de la communication, il y a du lien, il y a du liant et c'est profitable aux élèves. Ok, dernier élément de réponse sur cette question, comment
Olivier, Oui, Géraud, ouais. j'en profite alors parce que j'entends des mots qui sonnent juste à mes oreilles. Quand on parle de partenariat, c'est effectivement une notion dans laquelle notamment un opérateur comme Orange se retrouve très bien. Je disais tout à l'heure qu'on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et effectivement on considère que l'accompagnement du corps professoral est un des éléments essentiels, de même que l'enfant, voire même les parents, par un certain nombre de propositions de cours que nous donnons sur notamment le contrôle parental et comment mieux connaître les usages qu'on peut faire avec l'Internet. Et puis j'aimerais rajouter une dimension supplémentaire. Là, j'entends beaucoup d'éléments un peu statiques dans la gestion du numérique. Or, on sait bien que le numérique, ça va avec un accès à l'Internet. Et l'accès à l'Internet, c'est l'ouverture sur le monde. C'est l'ouverture sur le monde. Et donc, je serais curieux de savoir aussi si le corps professoral utilise ce moyen pour permettre l'ouverture sur le monde aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Et peut-être que l'apprentissage de l'anglais là-dessus doit aider pour rentrer en relation aussi bien avec nos collègues européens qui maîtrisent beaucoup mieux d'ailleurs cette langue, Shakespeare, que même les Amériques ou l'Asie. Monsieur Vergès, Monsieur Tran, sur cette... Oui, c'est évident. De toute façon, c'est déjà en place. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart, alors là, dans les lycées, comme dans les collèges, la communication grâce au réseau numérique se fait beaucoup plus facilement avec les pays européens dans les établissements. Et la position d'ailleurs du Conseil de l'Europe sur l'enseignement des langues, de ce point de vue, était un plus. Moi, je voudrais faire une requête avant de terminer, en direction des sénateurs. Monsieur le sénateur Rome, on lui dira, je suppose, puisque je l'ai vu partir tout à l'heure, effectivement, le projet de loi arrive devant le Sénat la semaine prochaine. L'Assemblée nationale a proposé un amendement, parmi plein d'autres amendements, qui, moi, présente un certain nombre d'intérêts. L'Académie des sciences récemment s'est positionnée sur les écrans et les enfants et prépare un rapport sur l'apprentissage de ce qu'il y a derrière les écrans. Parce que c'est bien beau d'apprendre à utiliser des écrans, encore faut-il que nos enfants, les adolescents, les étudiants puissent apprendre ce qu'il y a derrière les écrans. Apprendre derrière ce qu'il y a les écrans, c'est automatiquement passer par l'apprentissage du code, des algorithmes. Le sociologue américain Lawrence Lessig dit, je traduis en français, le code informatique c'est la loi et son architecture est politique. Apprendre les codes, les algorithmes le plus tôt possible, y compris dès la classe maternelle. Dès la classe maternelle. Cela s'est déjà fait avec la tortue et l'apprentissage du logo il y a quelque temps, par le jeu tout simplement, et grâce au jeu et pas autrement. C'est ce qui pourra permettre progressivement de faire en sorte que les adolescents maîtrisent autre chose que le fait d'être des digital natives et de ne rien avoir de plus, mais maîtrisent effectivement ce qu'il y a derrière et dans la boîte noire. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un débat sous-jacent qui... Non, simplement, je renforce justement votre idée. Je pense à l'Estonie, qui est un exemple remarquable, qui a développé effectivement l'enseignement du code, la programmation informatique, dès le primaire et peut-être même la maternelle, j'ai un doute encore là-dessus. Skype a été inventé par des Estoniens. Aujourd'hui, il y a vraiment une possibilité pour que, grâce, comme vous le disiez, à l'apprentissage du code, se développe aussi l'esprit entrepreneurial des jeunes, ainsi que cette dimension scientifique de l'enseignement qu'il faut pousser. Et je pense qu'effectivement, c'est deux dimensions qui vont nous permettre aussi de contribuer au développement économique du pays. Fabien Vergès, on terminera sur une question. La dernière fois que vous avez été étonné dans le cadre de vos rencontres, de vos lectures, de vos visites, faites-nous rêver. Quel est le point, le point que vous avez envie de laisser à nos auditeurs? Fabien? Alors je vais répondre à votre question et à la remarque précédente en même temps. Je vais essayer avec une anecdote. Juste, je me déplace beaucoup comme tout le monde. Et donc là, j'ai essayé le covoiturage. Donc ça marche très bien, on prend plein de gens, puis on rencontre des gens. Ça crée du lien social aussi. Il n'y a pas que l'informatique, la voiture aussi peut créer du lien social. Et j'avais un jeune ingénieur des mines dans ma voiture, donc on discutait de nos métiers respectifs. Et puis il me dit, en tant qu'enseignant, il me dit, vous devez être forcément sensibilisé à ce que font les écrans aux élèves. C'est-à-dire, pourquoi on a une telle appétence pour l'informatique? Je me suis rendu compte en fait que pas du tout. Et on parle de ce qui se passe derrière les écrans. Je pense que ça serait très intéressant de savoir ce qui se passe derrière le front, dans les cerveaux de nos élèves.
et avoir l'apport des sciences cognitives pour savoir pourquoi on peut passer, moi-même des fois, je me rends compte que j'ai passé 2 heures à rester sur Internet sans rien faire, et voilà, et pourquoi mon cerveau m'ordonne de faire ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ok, étonnement, étonnez-nous. C'est un univers qui prédispose, hein, vous pouvez y aller quand même. Oui, j'ai connu un adolescent il y a quelques années qui est devenu enseignant de physique, qui est professeur de physique et de chimie, qui est agrégé de chimie et qui enseigne dans le Gers. Et récemment, je l'ai vu fonctionner avec sa tablette. Il fonctionne avec sa classe comme ses collègues de façon tout à fait expérimentale, sans papier, sans livre, sans crayon, sans stylo. Et toute la classe fonctionne. Et j'ai vu ce qu'il pratiquait en matière de chimie organique pour la compréhension, le visionnement, la vue dans l'esprit, dans l'espace, pardon, des molécules tridimensionnelles, des molécules organiques, et la façon dont il gère des expériences en chimie. C'est édifiant, c'est étonnant. Et ceux qui voudraient savoir ce qu'il fait, vous allez sur le site Educabox, il y a la vidéo du reportage que j'ai fait sur ce jeune homme. Ça se passe dans quel village? Ça se passe à Auch, dans un établissement scolaire qui est aussi expérimental, que vous devez connaître d'ailleurs, je pense. C'est un ami, oui. Voilà. Messieurs, oui, Thierry? 2 petites anecdotes, je vais vous piquer votre programme. Une petite anecdote, donc on a ouvert une classe chez Microsoft qu'on appelle la classe immersive, qui est gratuite. Donc là, il y a des classes qui viennent tous les jours, c'est plein jusqu'à juin, mais on a des réservations en septembre. Et du coup, il y a des élus qui passent de temps en temps. Et il y en avait un la semaine dernière qui m'expliquait qu'il était avec ses petits-enfants le week-end et qu'il avait des magazines papier, donc d'où mon emprunt, et il voyait un petit, mais vraiment petit, je crois qu'il avait 4-5 ans, et qui était là sur le magazine papier, et puis qui était là comme ça. Voilà. Pour vous dire à quel point voilà, toutes ces technologies numériques sont entrées dans le centre des enfants. Et dernière petite anecdote, du coup, autour de cette classe immersive, donc c'est une classe où tout est interactif, le sol, les murs, on a de la réalité augmentée, et donc voilà, avec des tags, on arrive à faire sortir des hélicoptères, des lits, enfin, il y a effectivement du numérique dans tout son déploiement possible. Et à la fin d'une classe, là encore une fois, la semaine dernière, les élèves devaient rendre leur badge, donc c'est à la fin de la matinée. Alors les élèves voulaient pas rendre leur badge en disant mais non, mais je rends pas mon badge parce que je vais revenir cet après-midi. Et puis le prof leur dit bon bah non, on peut pas revenir cet après-midi, mais c'est pas grave, on va revenir demain. Et les élèves disent ah ouais super. Et c'était une classe de primaire, et ainsi disent bah non, on peut pas revenir demain parce que demain c'est mercredi, il n'y a pas classe. Oh quel dommage. Bon voilà, ça je trouve ça plutôt sympathique. Quelle promesse, Monsieur Yadoléon. Oui. Petite anecdote aussi. Donc c'était lors d'un colloque organisé par le Conseil général de la Somme et Somme numérique, où une enseignante de primaire présentait son expérience du numérique dans une classe rurale. Alors pour la petite histoire, cette dame avait près de la cinquantaine. Et là j'ai assisté vraiment à quelque chose d'assez extraordinaire, puisque cette personne, enfin cette enseignante, était extrêmement humble, et elle avait dit voilà, moi j'ai compris simplement une chose avec le numérique, c'est qu'il faut y aller parce que c'est indispensable, c'est dans notre société, c'est dans la sphère privée, c'est dans la sphère professionnelle, et il faut que nos enfants soient dotés des compétences nécessaires pour pouvoir s'y insérer. Et elle avait dit je ne maîtrise pas les outils, puisqu'elle s'y est intéressée très très tard. Elle dit je ne maîtrise pas les outils, par contre j'ai compris qu'il fallait que je change de posture. Et on a eu, puisqu'il y avait une classe qui était reconstituée dans une salle annexe, et donc on a vu cette enseignante évoluer avec ses élèves, et bien sûr comme le caractère artificiel de la situation faisait que le matériel avait été transféré dans la salle, et donc tout ne marchait pas forcément de manière idéale, et notamment le TBI, un instrument qu'elle utilisait beaucoup avec ses élèves, était complètement déréglé. Donc, le tableau, en voilà, l'occurrence. Le tableau blanc interactif était complètement déréglé. Donc cette dame voulait montrer comment elle l'utilisait aussi avec ses élèves. Malheureusement, 3 fois, elle a essuyé un échec en n'arrivant pas à faire fonctionner le TBI parce qu'il n'était plus calibré. Et en fait, ce qui était formidable, c'est que ce sont 2 élèves de primaire qui se sont levés, qui ont dit madame, laissez, on va vous le remettre. Et ils ont recalibré, parce qu'ils avaient compris comment il fallait faire, ils étaient très à l'aise avec ça, on va vous le recalibrer de manière à ce que vous puissiez travailler. Et rebooter, comme voilà. on dit. Et cette dame, au lieu de s'offusquer ou de penser qu'elle était diminuée dans sa posture d'enseignant, au contraire, elle a accepté avec énormément d'humilité, de modestie, de bienveillance.
et on a vu en fait un principe de collaboration. Ouais. Et c'est ce sur quoi elle travaillait essentiellement dans sa classe, puisqu'il n'y avait pas autant d'ordinateurs que d'élèves. Ça veut dire qu'on avait souvent des élèves devant deux élèves devant un ordinateur, pardon. Et on voyait que ce principe de collaboration avait été érigé en mode de fonctionnement natif de la classe, puisque les élèves collaboraient en permanence entre eux et avec l'enseignant. Et ça, c'était une formidable expérience. Il y a autre chose qu'on dit souvent à ceux qui font leur pas dans le numérique, c'est au lieu de prévoir, de se former, de programmer, c'est de se lancer, et puis on s'adapte un petit peu au fur et à mesure parce que les technologies l'encouragent. Absolument, comme ça a été dit brillamment plus tôt dans les tables rondes, on est dans le numérique nous emmène dans un environnement qui est liquide. Tout change en permanence, tout est fluide, tout évolue très très vite, et de vouloir être dans la prévision millimétrée de la séquence de cours au pédagogique, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Donc il faut être relativement serein et modeste aussi, et accepter que, intégrer dans le programme qui va se dérouler le fait qu'il y ait C'est d'ailleurs de cet univers numérique que viennent les fail conférences, qui sont des conférences centrées sur l'échec, parce que l'échec est complètement banalisé. Olivier Giraud. C'est la logique expérimentale. Oui, c'est amusant parce que j'étais au même colloque et j'ai retenu en particulier le même moment avec ce professeur, et ça m'amène à dire que dans le cadre de nos efforts de communication pour développer l'appétence au très haut débit, je pense qu'effectivement l'exemplarité, montrer des exemples comme celui-ci, en faire la promotion, c'est, comme le disent les Américains, le storytelling. Il n'y a rien de plus qui marche, et en particulier auprès des pairs et donc des autres professeurs. Donc je pense qu'effectivement, dès qu'il y a un exemple à succès, il ne faut pas hésiter à ce que nous tous, nous participions à le faire connaître auprès du plus grand nombre, car c'est comme ça, par virus, qu'on peut contribuer à ce dynamisme. Il y a des bons virus. Marc Charia. Oui, on ne peut pas tout traiter dans une table ronde, donc je vais peut-être parler d'un sujet qu'on pourra traiter l'année prochaine, parce qu'on ne l'a pas traité là. C'est ça votre étonnement, c'est qu'on n'en ait pas encore parlé. Non, mais ça rejoint le collège numérique de M. Tran, parce que effectivement, dans tous ces nouveaux usages de e-education, ce à quoi on assiste, c'est plutôt plutôt que l'enseignant au centre, on a l'élève qui vient au centre, et ça c'est particulièrement vrai encore, comme je disais tout à l'heure, dans les pays en voie de développement, parce que dans les pays en voie de développement, vous avez 800 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire et qui ont le téléphone dans la poche. Donc même avec des SMS, on a vraiment beaucoup de choses à faire. En France, on est dans un débat qui est plutôt comment adapter un système d'enseignement aux nouveaux usages de notre jeunesse. Donc là, on n'a parlé que de la jeunesse, mais il y a un enjeu également en France qui est très important, c'est l'enjeu de la formation professionnelle et des adultes. Et là, on voit bien que la personne au centre de l'enseignement, là, c'est quelque chose qui va pouvoir démarrer beaucoup plus vite que dans l'enseignement des jeunes. Donc ce sera peut-être le sujet de l'année prochaine, mais la formation professionnelle et la personne au centre, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Magnifique ouverture. Yvonne ? Là c'est un champ fabuleux parce que les besoins sont immenses. Lorsqu'on corrèle les difficultés économiques comparativement à un pays de l'Europe voisin, on s'aperçoit que le retard économique dans les résultats est aussi essentiellement dû à un problème de formation et d'accompagnement dans les mutations nécessaires à intervenir des individus. C'est la formation tout au long de la vie, un concept longtemps évoqué et jamais écrit dans la réalité des faits. Et Internet sera utile et nécessaire pour ce gap-là. Je vous propose, Yves-Rome, qu'on aille faire un tour du côté de ce qui se passe avec Ordi 60. On a 2 minutes 15 à visionner, et ce sera le moment pour tous nos orateurs de s'en aller par la petite porte, mais on vous remercie grand cœur. Au revoir.
de parole, mais si quelqu'un veut... Vous avez l'image d'un processus qui s'installe progressivement dans les collèges de l'Oise avec les équipements numériques mis à disposition par le Conseil général, parce que je crois que nous sommes vraiment, et ça a été évoqué tout au long de l'après-midi, nous sommes dans un processus avec expérimentation, recherche et avec sans doute la question évoquée du partenariat. Donc vous avez des élèves qui commencent, je crois qu'on peut dire comme ça, à utiliser les technologies numériques pour développer les apprentissages. Alors découvrons le film en même temps que vous. Donc là vous avez les TBI, ça tout le monde connaît. Vous avez l'accès aux connaissances par le biais des TBI et la facilitation du travail du professeur par un outil technologique. Là vous avez l'accès aux ressources en ligne et puis les classes mobiles, parce que on a à juste titre, et le président du Conseil général y est attaché, valoriser l'opération Ordi 60, mais on se sous-valorise quelque part parce qu'en fait, les collèges de l'Oise sont avant tout numérisés avec toute une série de technologies qui vont de l'ENT dont on a parlé, à l'ordinateur portable, mais également à l'équipement des classes en ordinateur, les classes mobiles, les laboratoires de langue, les laboratoires de physique, enfin toute une série d'utilisations, d'introduction du numérique dans les établissements scolaires. Mais voilà, la table ronde a montré qu'il reste du champ et du travail pour que, d'abord, lever les contradictions, parce qu'il y a des personnes qui pensent que tout ça ne sert à rien et coûte cher, ça a été évoqué, alors que sans doute on a devant nous tout un champ de transformation de l'éducation pour que nos élèves soient mieux formés.